Votre programme avec l'Alliance Kol Israël Chaverim, une action éducative d'excellence au service de tous. Bonsoir à tous et bienvenue dans Boulevard Rothschild. Pourquoi Boulevard Rothschild? Eh bien tout simplement parce que c'est le nom de cette artère emblématique à Tel Aviv où se trouve notamment l'Institut français en Israël. Pour cette première édition, nous avons le plaisir d'être au cœur de la résidence de l'ambassadeur de France. Voici le sommaire. Comment trouver un enseignement de qualité? C'est une question que se posent beaucoup de parents, surtout après un déménagement à l'étranger. Une rencontre à suivre avec l'un des acteurs de l'enseignement francophone en Israël. À suivre également la découverte des Juifs du Maroc, une histoire vieille de plus de 2000 ans. Une double exposition revient sur cette histoire, c'est au Musée des cultures de l'Islam et du Proche-Orient à Beersheva. Et puis ils nous ont fait vibrer, parfois même pleurer. Les délégations olympiques et paralympiques israéliennes ont battu des records à Paris 2024. Et enfin, qui est l'ambassadeur de France en Israël? Frédéric Journès sera notre invité. Il est arrivé à la tête de l'ambassade de France en Israël il y a tout juste un an. Quelles sont les perspectives pour les relations entre Paris et Jérusalem? Interview à suivre tout de suite dans Boulevard Rothschild. Bonjour, monsieur l'ambassadeur de France. Bonjour Christopher Barola. Merci de nous accueillir chez vous ici, dans la résidence des ambassadeurs de France en Israël. On va évoquer évidemment votre année de mandat à la tête de l'ambassade, votre expérience en Israël, dans ce pays pas toujours facile à vivre. Vous avez pris donc vos fonctions il y a un an, en juillet 2023. Quelques semaines avant l'une des pires périodes qu'Israël ait connue dans son histoire. On va y revenir évidemment, mais dans quel état d'esprit êtes-vous arrivé en Israël en juillet 2023 ? Je suis arrivé plein d'enthousiasme parce que c'était un poste dont j'avais envie depuis très longtemps. J'avais candidaté 4 fois pour être nommé en Israël, comme junior, comme numéro 2 d'ambassade, 2 fois comme ambassadeur. Donc voilà, c'était un peu un rêve que je réalisais, j'en avais très envie. J'arrive dans Tel Aviv. Il fait une chaleur saturée d'humidité. Je découvre tous les gratte-ciel qui ont poussé depuis ma dernière visite quelques années plus tôt. Donc voilà, vous arrivez plein d'enthousiasme, plein de promesses et vous découvrez en plus les lieux où vous allez vivre, cette très belle maison, notre ambassade, un peu dans son jus, mais sur la Cayelette. Il n'y a pas 36 ambassades dans le monde face à la plage. L'Institut Boulevard Rothschild, un lieu génial où on va pouvoir faire de la culture. Donc vous arrivez, voilà, plein d'enthousiasme, plein d'idées, et puis après, il y a le 7 octobre qui arrive et le monde qui bascule. Vous avez dit que vous avez candidaté 4 fois pour être ambassadeur de France en Israël. Comment se passe justement la nomination? Qui décide de qui sera ambassadeur de France en Israël ou ailleurs? Alors celui qui décide, c'est le président de la République, c'est la Constitution qui le décide. En pratique, le Quai d'Orsay fait une proposition à la présidence de la République, il y a un dialogue entre eux, ils choisissent. Ensuite, le président vous nomme. On propose votre candidature à Israël qui doit donner son agrément. Et là, vous partez comme ambassadeur désigné. Et puis, c'est le jour où vous avez remis vos lettres de créance au président Herzog. Pour moi, c'était fin septembre que vous êtes formellement ambassadeur auprès d'Israël. Et pour un mandat de 4 ans, si je me trompe. Alors, c'est 3 ans qui peuvent être portés à 4. Et c'est vrai que le moment où vous remettez vos lettres de créance, c'est très émouvant. Mon mari Christo, qui était avec moi, me disait c'est la première fois de ma vie que je suis reçu par un chef d'État. Et il nous reçoit avec le sourire. Sa femme nous souhaite la bienvenue. Espère qu'on va être heureux ici et on l'est. C'est ça qui est formidable. Alors vous l'avez dit, vous êtes marié à un homme. Est-ce qu'en tant qu'homme gay, ça change quelque chose dans la nomination? J'imagine qu'on n'est pas ambassadeur comme ça dans n'importe quel pays quand on connaît l'étendue des droits LGBT dans certains pays. Alors déjà quand vous faites vos vœux, évidemment, l'une des raisons pour lesquelles j'avais mis Tel Aviv en tête de liste de mes souhaits, c'est parce que je sais qu'avec Christo, on va pouvoir être accepté, toléré et vivre de manière discrète, hein. On est comme chacun garde sa vie privée, mais une vie normale. Alors on va évidemment revenir sur le 7 octobre. Nous allons commémorer dans quelques jours le premier anniversaire de cette date tragique. Comme le 11 septembre, comme le 13 novembre en France, on se souvient tous de ce qu'on faisait le 7 octobre dernier. Qu'est-ce qui se passe pour vous ce 7 octobre à 6h30 quand les alertes retentissent ici à Tel Aviv? Alors j'étais pas sur place. J'étais à l'extérieur pour l'anniversaire d'une amie et je reçois des SMS qui commencent à m'arriver. Dans la journée, je comprends que c'est grave. Je repars en catastrophe. Je suis arrivé environ 40 heures plus tard par le pont Allenby en Jordanie. Première alerte
On était dans les faubourgs de Jérusalem et je comprends à quel point c'est grave. Les images les plus fortes que j'ai gardées, elles sont liées au drame parce qu'on a eu 46, 48 Français, je crois maintenant, reconnus décédés. Vous vous retrouvez entre les alertes, les enterrements, les otages. Mon moment le plus ému, le plus triste, c'était sans doute l'enterrement d'Elia Toledano, où là, vous cassez le masque, j'ai fondu en larmes dans les bras d'une de ses copines. Et puis vous avez des moments de joie où vous avez la larme à l'œil aussi. Pour moi, c'était quand on a sorti, quand j'ai eu le coup de fil en me disant « tu peux prévenir Adas Calderón, Erez et Sahar vont sortir ». Et le lendemain, quand on a su qu'on allait sortir Mia. Donc voilà, c'est des joies, vous ne restez pas uniquement dans un rôle et dans votre uniforme. L'humain vous envahit. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le 7 octobre? Évidemment, vous l'avez dit, il y a de nombreux Français qui ont été victimes de ces attentats, de ces attaques perpétrées par le Hamas. Quelle est la fonction d'un ambassadeur? Elle prend une autre tournure, j'imagine, cette fonction pendant ces périodes-là. Ah ben, tout d'un coup, c'est complètement transformé. Les journées durent des années. Pendant les 10 premiers jours, je l'ai réalisé après, on a évacué 3500 personnes, donc on a fait des vols de repli. On a eu l'impression que ça durait très longtemps et je crois que le dernier vol a eu lieu le 16 octobre, donc en 8 jours à peu près pendant la période opérationnelle. Vous vivez à ce rythme très intense. Vous vous occupez d'entourer les familles, on les voit tout le temps. On développe de l'aide d'urgence pour des Français en difficulté. On a eu plein de Français qui étaient à Sderot, à Ashkelon, qui se sont retrouvés repliés, ils ne savaient pas leurs affaires, ils avaient perdu leurs revenus et on a pu les aider. Puis on a un réseau associatif extraordinaire dans la communauté franco-israélienne sur lequel on pouvait s'appuyer. Donc voilà, on les a aidés pour des colis alimentaires, pour de l'aide. On est toujours auprès d'eux et ça, vous vous sentez dans l'humain. Puis vous conseillez votre gouvernement pour essayer de manœuvrer le plus raisonnablement possible. Et ma grande fierté, ça a été qu'on a maintenu longtemps un agenda pour ne pas oublier ce qui s'est passé le 7 octobre. Qu'on a fait nos commémorations du 7 février, et ça, personne d'autre a fait un truc pareil. Et qu'on a fait des poursuites judiciaires, on a fait venir le procureur national antiterrorisme, qui a ouvert des enquêtes sur les Français victimes du Hamas. Donc voilà, on est sur le terrain moral, on est sur le terrain humain, on est sur le terrain social. La vie s'est arrêtée pour beaucoup d'Israéliens le 7 octobre. On a l'impression, beaucoup disent que le 7 octobre est tous les jours depuis un an. Il y a une chose qui ne s'est pas arrêtée, c'est la diplomatie dite culturelle. C'est un terme que j'ai découvert récemment. Concrètement, qu'est-ce que c'est la diplomatie culturelle entre la France et Israël? C'est très important, surtout quand les choses sont difficiles, de garder un contact qui donne envie aux gens les uns des autres. Donc, moi, mon métier, c'est de dire au peuple israélien, vous savez, c'est quand même bien la France. On peut être en désaccord sur des tas de trucs, mais regardez ce qu'on a à offrir. Et donc, c'est encourager des intellectuels, des artistes français à continuer à venir. C'est pas facile. Il y en a plein qui ont une réticence parce qu'ils se font attaquer sur les réseaux sociaux. Gardez ça ouvert. On a fait salle comble à l'Institut à chaque fois qu'on a eu quelqu'un. Et c'est encourager les liens institutionnels à continuer de fonctionner. Je vous donne un exemple. Dans le domaine du court-métrage, on a des festivals qui sont hyper reconnus en France. Il y a une scène créative israélienne absolument fantastique. C'est un des créneaux sur lequel on continue à bosser. C'est plein de jeunes réalisateurs. C'est le vivier de l'avenir. Donc eux, c'est garder le lien. On continue à le faire en présent, en virtuel. Vous ne lâchez pas. La diplomatie culturelle ne s'est pas arrêtée le 7 octobre, elle continue depuis, elle va continuer encore. Quelles sont les perspectives justement pour ces relations culturelles entre la France et Israël? Dans notre esprit, et c'est un truc qui est hyper important pour l'Institut, c'est garder une activité scolaire pour attirer des jeunes Israéliens ou des Franco-Israéliens vers un enseignement qui leur garde le lien vers l'éducation française et l'éducation supérieure. Continuer à apprendre le français partout en Israël. On travaille hyper bien avec l'inspection de français du ministère israélien des Affaires étrangères, travailler sur ce qu'on appelle nos industries culturelles. Le livre, en Israël, c'est incroyable parce que les gens achètent des livres. Vous allez dans un salon du livre en Israël, vous avez des garçons et des filles qui arrivent avec des valises pour acheter. Vous n'avez pas ça en France. Donc, petit pays, super scène, hyper intéressé. Merci beaucoup, Frédéric Journès, monsieur l'ambassadeur de France en Israël. Merci à vous et merci à I24.
Ils s'appellent Hamid Dadaon, Morane Samuel ou encore Assaf Yassour. Ils nous ont fait rêver, pleurer aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et ont fait retentir la Tikva en France dans ce contexte si particulier. C'est plus qu'un symbole. Ils ont été accueillis en héros au centre Pérez et nos équipes ont pu les suivre. Regardez ce reportage signé Ava Mergi, Daniel Bock et Maï Benzev. Autant de champions réunis au même endroit, ça n'arrive pas tous les jours. Paris 2024, c'est terminé, mais en l'honneur de nos athlètes paralympiques tout juste rentrés en Israël avec 10 médailles, la meilleure performance du pays depuis 20 ans, on n'hésitera pas à prolonger la fête. Ce jour-là, ça se passe au centre Pérez pour la paix à Tel Aviv, sous le regard émerveillé de l'ambassadeur de France en Israël, qui fait déjà partie des fans, lui aussi. Où est ta médaille aujourd'hui ? Je l'ai oublié. Je ne l'ai pas amené. Désolé. C'est ma faute. Quelle gaffe. Je me balade avec toute la journée, d'événement en événement, et juste une fois, je l'ai oublié. Pardonnez-moi. Tu es encore dans un rêve ou... Non, je pense que je suis dans la réalité. J'apprécie cette réalité. Et ça me va parfaitement. C'était comment la France ? Je n'ai pas vraiment profité de la France, vu qu'on était dans un village olympique fermé, mais là-bas aussi, nous avons passé du bon temps. Au final, c'était une expérience de dingue. Le cadre, le Grand Palais, toute cette expérience a été très spéciale, très forte. Nous avons profité de chaque instant. Et bien sûr, la façon dont ça s'est terminé, c'est encore plus grand que ça. L'énergie d'Assaf Yassour, qui a reçu la médaille d'or de taekwondo, sa kippa porte-bonheur sur la tête. La force de la rameuse Morane Samuel, médaille d'or d'aviron, l'émotion et le sourire du nageur Hamid Dadaon, 4 médailles rien qu'à lui. Tout le monde veut les rencontrer, prendre un selfie et admirer leurs médailles de près. Alors forcément, nous aussi. On dit qu'une médaille c'est déjà lourd. Comment c'est 4 en même temps ? Oui, c'est environ 2,5 kg. C'est vrai que ça pèse très très lourd autour du cou. Ce n'est pas très confortable, mais ça fait chaud au cœur de représenter Israël. Ça chauffe aussi sous un soleil de plomb comme ça. Oui, ça réchauffe, mais c'est une immense fierté. C'est encore plus chaud dans mon cœur qu'à l'extérieur. C'est quoi le secret de ton énergie, ton sourire qui ont ému tout le monde ? C'est ma mission, le fait que j'aime le peuple d'Israël, j'aime l'État d'Israël, j'aime le peuple juif. Je sais très bien pourquoi je fais ça et ça marche. Quand tu fais quelque chose avec amour, tu le fais bien. Tu as appris quelques mots en français ? Merci beaucoup, au revoir. Bonjour, bonne journée. C'était un vrai plaisir d'atterrir en Israël, de recevoir tant d'amour et tant d'attention, tous les jours dans la rue, dans notre quartier, partout. Je pense que c'est important parce que nous n'avons pas beaucoup l'occasion de sourire et d'être fiers cette année. Là où c'est possible, c'est important de le faire. J'ai 3 enfants géniaux qui font le tour du monde des compétitions avec moi. Tout ce que je voulais, c'est qu'ils soient aussi avec moi aux Jeux paralympiques pour que je puisse prendre ma retraite du sport accompagnée de toute ma famille à mes côtés. Mes enfants, ma femme Limor, mes parents, tout ça avec la médaille que je voulais le plus au monde. Après le bronze et l'argent, je suis heureuse d'avoir terminé avec une médaille d'or. Ces Jeux étaient très bien organisés. C'était un plaisir d'être dans le village olympique. À Paris même, les gens sont venus si nombreux à chaque compétition. Tous les billets étaient sold out, ce qui est incroyable. Il faut un public qui nous voit, qui nous encourage. Ça élève les Jeux à un tout autre niveau. L'éducation est évidemment un sujet majeur pour toutes les sociétés. Quand on déménage, quand on fait son alias, c'est un sujet de préoccupation pour de nombreux parents. Il existe ici en Israël plusieurs établissements francophones, franco-israéliens. Regardez cet entretien entre Samuel Pinto et Georges Diner, tous les deux très impliqués dans l'éducation de nos enfants. Bonjour Samuel Pinto. Avec la création du collège-lycée franco-israélien Marcel et Lucette Drahi et le lycée Maïmonide au sein du campus Mikvé Israël s'inscrit dans une longue tradition de, je crois, 160 ans. Cette tradition, c'était notamment, et je dirais en particulier, la création d'établissements scolaires français, bon, ici franco-israéliens bien sûr, pour répondre aux besoins des élèves français, des élèves francophones aussi, pour développer la francophonie,
pour promouvoir les deux systèmes scolaires, français et israélien. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette description rapide que je viens de faire? Oui, merci Georges et bienvenue dans les locaux de l'Alliance Israélite universelle, Kol Israel Chaverim, ici en Israël, à Mikvé Israël, qui a été créé il y a un peu plus de 150 ans. Effectivement, nous avons une tradition qui est double accueillir les olim, comme on dit en Israël, les immigrants, quels qu'ils soient, et en particulier aujourd'hui français, puisque nous venons de France, de l'Alliance, mais aussi de leur inculquer certaines valeurs et puis une excellence bien sûr dans le niveau des études, et puis des valeurs qui sont les valeurs d'ouverture, de tolérance, de pluralisme, de tradition aussi. Nous avons 2 lycées aujourd'hui dans lesquels nous avons beaucoup investi, qui sont très beaux, magnifiques, qui sont homologués par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, et où nous avons décidé d'offrir la possibilité à des Français d'apprendre l'hébreu et à des Israéliens d'apprendre le français et de se mélanger. C'est très important d'être tous les deux ensemble, en synergie, de pouvoir, de la 5e à la terminale, passer le baccalauréat, passer le bac-route, et ça marche très bien. Ça marche très bien, c'est-à-dire que pour les Français, la réussite scolaire était extraordinaire, 100% de réussite au bac. Et puis pour les Israéliens, également 100% de réussite au bac-route. Donc effectivement, ça marche assez bien. On constate aussi que les Français restent plutôt en Israël après, donc s'intègrent bien. Et les Israéliens deviennent des ambassadeurs de la culture française, de la langue française, aiment la France, je crois. Donc ça marche assez bien. Et ça n'est pas facile. Je rends hommage toujours aux 2 directrices que nous avons, Sylvia Elbaz pour le lycée Maïmonide et Ruth Ben-Smian pour le collège-lycée franco-israélien. Et puis bien sûr aux professeurs qui sont extraordinaires et qui sont toujours très motivés pour nos élèves. Merci beaucoup d'avoir validé donc, cette présentation. Et c'est d'ailleurs pour toutes ces raisons que l'ambassade de France en Israël ainsi que l'Institut français d'Israël affectionnent tout particulièrement ce partenariat avec KIA. Et nous sommes très très heureux d'avoir une très forte relation avec l'ambassade, avec l'Institut. Merci Georges pour tous vos efforts, et le staff en général, et monsieur l'ambassadeur bien entendu, les ambassadeurs depuis très longtemps. À moi peut-être de vous retourner la question. Dites-moi un petit peu quels sont les principaux programmes de l'Institut, l'ambassade bien sûr, pour que, comme vous avez fait ici, la francophonie se développe, créer des ambassadeurs comme ça dans la société israélienne, des talents qui puissent ensuite se développer pour la francophonie. En effet, notre activité, notre programmation est tout entière tournée vers la promotion de la langue française et plus largement de la francophonie à travers cette coopération franco-israélienne. On a parlé donc des 2 établissements d'excellence pour l'enseignement français, complétés par 2 autres établissements. Il y a le collège Marc Chagall, qui est situé dans le quartier français d'ailleurs de Neve Tzedek, et puis le collège des Frères, situé à Jaffa. Et donc ces 4 établissements collaborent ensemble, ont des synergies, et nous, c'est un peu notre rôle à l'ambassade et à l'Institut français. C'est ce qui fait cette force. Et puis, on a plein d'autres programmes. D'abord, toutes nos activités culturelles qui font que l'Institut français, c'est beaucoup plus qu'une boîte de langue. C'est tout un écosystème français et franco-israélien. Donc, c'est un morceau de France-Israël, boulevard Rothschild, mais pas que, à Haïfa, Nazareth, et puis on a également un centre de recherche à Jérusalem. D'autres programmes, il y a le programme Flamme, français langue maternelle, il y a tout le soutien que l'on dispense aux universités du pays. Donc on s'emploie avec le responsable à redynamiser le français dans les universités. Il y a les bourses, on accorde des bourses à de jeunes israéliens pour qu'ils aillent en France, des élèves, des étudiants. Nous avons des bourses ici pour nos élèves. Pour vos élèves aussi, naturellement, avec grand plaisir et intérêt partagé. Et puis on travaille aussi en soutien avec le ministère israélien de l'Éducation à travers justement des programmes partagés pour amener les élèves à s'intéresser au français à travers des activités
d'ouverture théâtrale, par exemple. Formidable. Merci Formidable. beaucoup. Ils sont plus d'1 million à vivre ici en Israël. L'histoire des Juifs du Maroc date de plus de 2000 ans. Rien de plus normal qu'elle soit donc racontée ici, racontée au travers d'une double exposition au musée de l'histoire et des cultures de l'islam. C'est à Beersheva, dans le Negev. Une exposition en partenariat avec le musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, la fondation Jacqueline de Romilly et l'Institut français. Visite guidée tout de suite avec Déborah Benayoun, Daniel Bock et Amit Katz. Dans la cour du musée des cultures de l'islam et du Proche-Orient de Beersheva, au cœur du Negev, l'émotion est palpable. Et pour cause, comme la photographe Anna Assouline, beaucoup de ceux qui viennent découvrir cette double exposition en partenariat avec le MAJ de Paris, l'Institut français d'Israël et la fondation Jacqueline de Romilly, ont un peu le sentiment de retrouver leurs racines. Tout a commencé avec cette photo au titre évocateur, couple de mariés du Tafilalet. C'est la région d'où viennent mes parents, Tafilalet. C'est une région assez reculée, Moyen Atlas du Maroc. Et il se trouve que j'ai rencontré le photographe Jean Besancenot en 1985. J'ai donc acheté des photos à ce monsieur sans savoir du tout que cette photo que j'allais lui acheter était une photo où il y avait mon père. Mon père était pris en photo en 1935 par le même Jean Besancenot, qui est un ethnologue envoyé par le Musée de l'Homme de Paris au Maroc pour répertorier, pour mettre en mémoire, si j'ose dire, les costumes, les bijoux des peuples berbères et juifs du Moyen Atlas marocain. Le début d'une collaboration avec le MAJ qui l'amène jusqu'en Israël et lui permet ensuite de rencontrer le docteur Rachel Getz Salomon, l'autre commissaire de l'exposition et directrice du département de design de mode à l'université de Haïfa. Divisée en 2 parties, cette exposition présente une 60aine de clichés et dessins rares de Jean Besancenot datant des années 1930 au Maroc. Pour moi, il était très important de la montrer en Israël. Et je suis ravie qu'elle soit à Beersheva parce que d'abord le lieu est sublime. Et en plus, j'ai beaucoup de membres de ma famille qui sont arrivés en 61 et 64 à Beersheva directement du Maroc. Donc je connais Beersheva depuis que je suis une petite fille. Donc quand on m'a proposé ce lieu, je vous avoue que je ne le connaissais pas, mais j'ai trouvé ça d'une beauté. C'est époustouflant ce lieu, il est magnifique. Donc je suis très émue que ça se passe ici. Et j'espère que les Juifs marocains vont venir la voir surtout. Pas seulement marocains d'ailleurs. Et tout autour, les visiteurs découvrent des créations originales de Staf Alfassi et Neta Itar, sous la houlette du docteur Rachel Getz Salomon. Depuis quelques années, je suis très intéressée par le Maroc. Je suis créatrice de mode, donc travailler sur les façons de s'habiller est extrêmement important pour moi. Ce qui est très intéressant, c'est que Jean Besancenot s'est penché sur les vêtements de différentes communautés juives marocaines. Dans mon travail de recherche, j'ai justement cherché à comprendre le lien entre les vêtements et l'identité, et comment la façon de s'habiller nous définit. C'est pour ça que j'ai voulu participer à ce projet. Une façon de montrer que le vêtement témoigne aussi de valeurs, de traditions et de récits qui se croisent au fil du temps. Les 2 créatrices, elles-mêmes d'origine marocaine, puisent d'ailleurs leur inspiration dans le patrimoine culturel de ce pays si emblématique. Les 2 créatrices sont très connectées à leurs racines et leur héritage familial. Lorsque Neta Itar m'a envoyé les documents qu'elle a utilisés pour préparer cette collection, j'ai immédiatement vu le travail de Besancenot. C'est vraiment la même chose. Ma grand-mère est arrivée du Maroc dans les années 1950. Elle est morte jeune, à 60 ans. Ces personnes qui ont fait l'Aliyah sont en général des gens modestes. Certes, ma grand-mère avait une histoire simple, mais pour moi, c'est une grande histoire que je voulais faire connaître à tout le monde. Elle est très optimiste, elle a construit sa vie et sa famille ici. Je suis la 3e génération, il n'y a pas de plus grande fierté. Une fierté visiblement partagée par le public. Cette double exposition In Frame and in Life, Maroc, mode, parure et identité, c'est jusqu'au 15 février 2025 au Musée des cultures de l'islam et du Proche-Orient à Beersheva. De retour ici, à la résidence de l'ambassadeur de France en Israël. On le sait, les Français, nous n'avons pas forcément très bonne réputation sur nos capacités en hébreu. J'en suis un très bon exemple. Et pour changer tout cela, l'Institut français en Israël propose désormais des cours d'hébreu. On va en parler avec vous, Marion Bouveris. Bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable pédagogique des cours à l'Institut français. Alors pourquoi l'Institut a-t-il lancé justement ces cours en hébreu
pour les francophones. Voilà, donc à l'Institut français, nous enseignons le français, mais notre public francophone avait besoin vraiment d'apprendre l'hébreu pour s'intégrer, pour pouvoir vraiment bien vivre en Israël. Et donc nous avons pensé proposer ces cours d'hébreu. Alors, quelle va être la différence entre un cours d'hébreu classique, un ulpan classique, et les cours d'hébreu à l'Institut français? Alors, nous allons utiliser une méthode qui s'appelle à cours d'hébreu, qui est une méthode de e-learning, qui a déjà fait ses preuves, donc qui est un manuel avec des vidéos où deux personnes expliquent, un professeur et un élève, la leçon. Et nous allons ajouter quoi? Les cours à l'Institut français, où les personnes peuvent se rencontrer, peuvent parler, parce qu'en e-learning, on ne parle pas, et également rencontrer des Israéliens autour. Un ulpan, en général, il y a aussi beaucoup de personnes, 30, 40, 50. Nous limitons les cours à 15 personnes. Et ces cours sont ouverts à tout niveau, les débutants comme les intermédiaires? Tout à fait. Nous faisons des tests de niveau et il y a différents types de cours qui sont proposés. Et ça commence en novembre, si je ne me trompe pas. On s'inscrit sur le site de l'Institut français. Tout à fait, le 3 novembre à l'Institut. Merci beaucoup Marion Bouveris d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes responsable pédagogique des cours à l'Institut français. Et prochaine fois, on fait cette interview en hébreu? Tout à fait. Avec plaisir. Toda Rabba. Et c'est déjà la fin de ce tout premier numéro de Boulevard Rothschild. C'était un plaisir de vous retrouver depuis la résidence de l'ambassadeur de France en Israël. On se quitte avec l'agenda culturel à retrouver sur le site de l'Institut français, institutfrançais-israël.com. Merci de votre fidélité à Attentif en français. Votre programme avec l'Alliance Kol Israel Chaverim, une action éducative d'excellence au service de tous.